Bonjour Hélène. Bonjour. Alors tout de suite un mot sur la nature de ce livre qui est bien sûr un roman avec des personnages, des situations, des intrigues, on y reviendra, mais c'est aussi un livre dans lequel il y a une sorte de mise en abîme finalement de la figure de l'écrivaine que vous êtes. Ça vous permet de regarder la littérature, la fiction, l'écriture, le fait même d'être un écrivain. Est-ce que vous diriez que c'est une des dimensions du livre vraiment importantes qui s'est affirmée au fil de l'écriture? Oui, c'est la matière du livre en fait, hein. Je dirais pas mise en abîme, je dirais que c'est sa matière, c'est-à-dire que le point de vue est celui, il y a une narratrice, disons, qui relie tous les récits, qui s'enchâssent les uns dans les autres, un peu à la Diderot. Et, et cette narratrice, c'est, disons, la partie écrivaine de moi. Alors, c'est peut-être tout, tout moi du coup. Mais moi, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, c'est un œil et une oreille qui enregistrent et qui fait ce que font les écrivains. Récemment, j'entendais Stephen King dans une archive d'un documentaire sur lui dire cette chose qui m'a bouleversée parce que bon, c'est vraiment une des choses auxquelles je crois le plus. Il disait, j'ai compris un jour que dans les arts, les écrivains sont les agents secrets. Les écrivains sont les agents secrets des arts. Donc, cette narratrice, elle fait ce que font les écrivains, elle est un agent secret, c'est-à-dire qu'elle est là, plus ou moins invisible, pas toujours. Elle a un carnet et puis elle écoute, elle observe. Hein. Henry James disait observer, observer, observer. Fin du conseil qu'on peut donner à un apprenti écrivain. Et elle Elle observe aussi la vie des autres. Elle observe aussi la vie des autres. Et c'est aussi quelque chose qui se passe avec les personnages. C'est une des choses que la narratrice évoque, c'est ce rapport aux personnes qui deviennent des personnages et aux personnages qui deviennent des personnes. Oui, elle ne s'observe pas du tout elle-même. En réalité, elle observe, elle est entièrement dans ce qu'on pourrait appeler la télépathie ou l'empathie, comment dire, la dissolution du moi précisément, qui se dissout dans ce spectacle que donne autrui dès lors qu'on commence à bien le regarder. Et bien regarder quelqu'un, est-ce que c'est pas tout de suite fictionné d'une certaine manière, c'est-à-dire et être attentif au récit que chaque être humain transporte. Et puis il y a des sortes il y a des coups de foudre, on pourrait dire. Il y a des coups de foudre, mais comme les écrivains, on passe leur vie à avoir des coups de foudre. On ne sait jamais quand ça vous tombe dessus, mais à un moment, quelqu'un dit une chose que vous entendez pour de vrai. Et où vous allez voir quelqu'un pour de vrai, comme on croit voir pour de vrai quelqu'un quand on est amoureux. On ne voit évidemment pas pour de vrai, c'est une fiction. Mais de toutes ces fictions-là va naître en effet la matière de ce livre, c'est-à-dire ce moment où quelqu'un qui est une personne devient un personnage, qui est aussi évidemment un acte de vampirisation. Alors on peut en parler, hein, comment dire, il peut y avoir une éthique de cette vampirisation, mais il y a vampirisation, il y a vol, et, et puis il y a espionnage. C'est la base de la littérature en fait. C'est la base de la méthode même que cette narratrice, elle transporte toujours avec elle un petit carnet, mais c'est la base de ce que font les écrivains à longueur de journée. Et vous dites d'ailleurs au début du livre que l'écrivain est un espion, vous venez de le dire, mais vous dites aussi à un autre endroit que l'écrivain est un médium. Et il y a aussi dans le livre une dimension qui est très importante, c'est une sorte de relation aux disparus, aux spectres, aux fantômes, aux morts finalement. Et c'est vrai que le livre a aussi cette dimension-là et l'écrivain dans son rapport au monde, il a aussi cette connexion-là, si on peut dire. Oui, l'écrivain est comme un chat qui voit des mondes parallèles ou des présences invisibles, et parmi ces présences invisibles et ces mondes parallèles, il y a le monde des morts. Hein. Jacques Tourneur, un grand cinéaste que j'aime beaucoup, qui est cité dans le livre, disait que le monde est peuplé de plus de morts que de vivants. Si on compte depuis les débuts de l'humanité, bien sûr qu'il y a plus de morts que de vivants. Mais peut-être que certains sont là pour enregistrer aussi bien leur présence. On parle, comment dire, les livres sont des tombeaux. Les livres sont aussi des tombeaux. Alors, il y a une tradition très belle de la poésie, notamment française. Hein. Je pense à Victor Hugo, écrivant un tombeau pour sa fille qui est morte. Je pense à Mallarmé, écrivant aussi un tombeau, le tombeau de son enfant mort. Voilà. Mais tous les livres, en réalité, sont là pour enregistrer quelque chose de... Tous les livres sont une forme d'archive, hein, de voix disparues, de voix défuntes, mais que les écrivains continuent à entendre, qui sont aussi bien leur propre voix défunte,
mais celle de ces personnages qu'il rencontre et qui peut-être n'en avaient jamais parlé, peut-être non, mais et qui, face à un écrivain, vont se mettre à parler, à se dire, hein, et à se dire, oui. Dernière question, parce que c'est aussi quelque chose qui est très beau dans le livre. Vous évoquez beaucoup, on vient de parler du cinéma, mais vous évoquez aussi beaucoup le jazz. Et il y a cette idée de comparaison entre l'écriture, la littérature et le jazz autour de la mémoire des thèmes anciens et de l'improvisation. Peut-être un dernier mot sur ce sujet. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours bouleversée dans le jazz, c'est cette idée assez talmudique, en fait, de constamment réinterpréter toujours la même chose, le même thème, en fait. C'est toujours les mêmes. Il y a peu de morceaux, finalement. On peut dire que le corpus, il est relativement maigre, mais il est sans cesse réinterprété. Je parlais des vies parallèles que regardent les chats, mais c'est ce que le jazz appelle alternate take, hein, les prises alternées, alternatives, ces sortes de réalités alternatives, de réinterpréter, jouer une fois un morceau. Et donc, il y a à la fois la présence de ces thèmes anciens, de ces morts aussi bien, hein, de tous ceux qui ont interprété avant. C'est l'idée, au fond, d'un seul livre, hein, d'un seul livre qui serait réécrit constamment, qui serait une sorte de chambre d'écho de la condition humaine. Moi, je suis toujours frappée en écoutant les écrivains parler de voir qu'ils disent tous, au fond, la même chose. Je trouve ça bouleversant, hein, comme idée. Chacun le dit avec sa musique qui est la sienne, hein, de même que si on prend différents saxophonistes, le son sera différent. Mais il y a quelque chose comme ça qui les traverse, hein, qui est à la fois très intime et très impersonnel, pour parler comme Gustave Flaubert. Hein. Il disait « ma force consiste dans l'impersonnel ». Et voilà, il y a quelque chose d'impersonnel qui est ce seul livre, ce grand livre de l'humanité qui est voilà, par chaque voix réinterprété, rechanté différemment. Et en ce sens, je pense que le jazz, oui, qui est comme une langue morte maintenant. Hein. Je ne sais pas qui écoute encore du jazz, mais c'est une langue morte, mais c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup les langues mortes. Et le livre est traversé par d'autres langues mortes, d'ailleurs. Et on va hélas s'arrêter là-dessus, ma chère Hélène, mais en tout cas, c'est un livre qui, on le voit, a beaucoup de rhizomes. Merci beaucoup. En tout cas, on parlait de ce roman à paraître en février 21 chez Actes Sud qui s'intitule « Le mont Fuji n'existe pas ». Merci Hélène. Merci.